Felipe Simas se réveillait avant les autres résidents, bien que personne ne comprenne pourquoi. À 7h50 tous les jours, il était déjà assis près de la fenêtre du résidentiel Araucaria, avec son peignoir bleu par-dessus son pyjama et le regard fixé sur le portail de fer. Il attendait comme quelqu'un qui croit encore à une promesse. Parfois, il disait que Reynaldo viendrait le chercher pour une réunion. D'autres fois, il demandait si Dona Neuza avait raté le bus en venant de Porto Alegre. Les infirmières répondaient avec prudence, mais la vérité demeurait dans le silence. Personne ne venait. L'homme qui autrefois dirigeait des hôtels signait des rénovations coûteuses et choisissait personnellement le parfum des couloirs. Mesurait maintenant la matinée au bruit des pneus qui ne s'arrêtaient jamais devant lui. Felipe avait 41 ans et une maladie qui effaçait les noms avant d'effacer les sentiments. La famille disait que la maison de retraite était du confort, de la sécurité, un traitement. Mais au fond, tout le monde savait que cet endroit était aussi une forme élégante d'abandon. La première semaine, Reynaldo apparut avec des fleurs achetées à la hâte et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il dit à son frère qu'il reviendrait dimanche, qu'il emmènerait leur mère, qu'il s'occuperait de l'entreprise jusqu'à ce que Felipe aille mieux. Felipe, encore lucide, lui serra la main et demanda si les mots de passe du système avaient été changés. Reynaldo détourna le regard. Il répondit que ce n'était qu'une prévention, une mesure temporaire. Felipe comprit. Il avait passé toute sa vie à reconnaître la différence entre un contrat honnête et un piège bien rédigé. Il n'imaginait seulement pas qu'un jour, il aurait besoin de reconnaître cette différence au sein de sa propre famille. Quand Reynaldo partit, il laissa les fleurs à la réception. Il ne les monta pas avec lui. Felipe resta à regarder le vase vide de la chambre et rit tout bas, sans humour. Cet après-midi-là, il prit un stylo, ouvrit le bloc-notes qu'il avait apporté dans sa valise et écrivit une phrase tremblante « Pour celui qui restera ». Il plia la feuille et la rangea dans le tiroir de la table de chevet. Juliana Silva trouva ce tiroir sans chercher aucun secret. Elle était femme de ménage à l'Araucaria depuis 9 ans et savait que les chambres parlaient même quand les résidents se taisaient. Un verre déplacé disait que quelqu'un avait passé une nuit agitée. Un rideau trop fermé dénonçait la tristesse. Un lit fait à la hâte montrait une visite qui était partie en voulant fuir. Juliana nettoyait tout avec l'attention de celle qui comprenait que la dignité habite aussi dans le sol ciré, dans le drap parfumé, dans la salle de bain sans tache. Elle avait 2 enfants adolescents à Canella, des factures empilées dans le tiroir de la cuisine et une force silencieuse que personne ne complimentait, parce que la force discrète ressemble presque toujours à une obligation. Quand elle entra pour la première fois dans la chambre de Felipe, elle remarqua le manteau mal plié sur la chaise, la photo de famille retournée face contre la table et la plante du rebord de la fenêtre presque sèche. Elle remarqua aussi l'homme assis devant la fenêtre, immobile, comme s'il attendait que le monde se souvienne de lui. « Bonjour, monsieur Felipe », dit-elle, en poussant lentement le chariot. Il se tourna avec lenteur, essayant de trouver son nom sur son badge. « Juliana » lut-il, puis il sourit avec embarras. « Désolé, je deviens mauvais avec les noms. » Elle répondit que les noms s'échappaient parfois, mais revenaient quand on les appelait avec patience. Il sembla garder cette phrase. Pendant qu'elle passait la serpillière, Felipe demanda si le portail ouvrait aux visiteurs à n'importe quelle heure. Juliana dit que oui, dans les règles. Il hocha la tête, comme si cette information confirmait une espérance. Puis, il demanda quel jour on était. « Jeudi », répondit-elle. Il regarda le téléphone éteint sur ses genoux et murmura que le jeudi était le jour de la réunion financière. Juliana ne le corrigea pas. Elle ouvrit simplement la fenêtre, arrangea la plante desséchée et dit qu'un peu de soleil aidait presque tout. Felipe respira profondément. Ce fut la première fois qu'il remarqua l'odeur du pain depuis son arrivée là-bas. Les mois précédents avaient été une chute lente. D'abord vinrent les petits oublis, la clé dans le réfrigérateur, le nom d'un ancien client qu'il connaissait depuis des années, le numéro de sa propre salle au siège du groupe. Puis vinrent les espaces vides au milieu des phrases. Felipe s'arrêtait, plissait les yeux et attendait que le mot revienne, mais il restait de l'autre côté d'une porte invisible. Le neurologue parla d'Alzheimer, précoce dans une salle trop claire. Felipe écouta les mains jointes, regardant ses propres ongles, et demanda s'il pourrait encore travailler. Le médecin dit que oui, pendant un temps, mais qu'il devait organiser les documents, les décisions, les procurations, les désirs.
Le mot « désir » continua de résonner. Felipe comprit qu'il avait construit des hôtels pour que des milliers de personnes se reposent et qu'il n'avait jamais construit un lieu sûr pour lui-même. Il le raconta à Nahusa lors d'un appel de nuit. Sa mère pleura, promit d'être présente, promit des dimanches. Il le raconta à Reynaldo lors d'une réunion à huis clos. Son frère ne pleura pas. Il posa des questions sur la direction, les parts, les signatures. C'est pour cela que l'Araucaria apparut comme une solution. Reynaldo appela cela du soin. Nahusa appela cela la meilleure structure. Felipe, trop fatigué pour discuter, appela cela une pause. Il signa son entrée un jour de brouillard et comprit, en traversant le couloir, que personne ne porte la valise d'un homme quand on s'attend encore à ce qu'il revienne. Reynaldo porta la valise jusqu'à la porte, pas jusqu'à l'armoire. Nahusa envoya un message disant qu'elle ne réussirait pas à le voir dans cet état. Felipe le lut 3 fois, sans comprendre si c'était de l'amour ou de la peur. La première nuit, il oublia où se trouvait la salle de bain et pleura de rage, pas de tristesse. Le lendemain matin, il essuya son visage avant que quelqu'un entre et se promit de ne pas mendier une visite. Mais à 8 heures, assis devant le portail, il attendit. Juliana ne posait pas de questions sur les familles. Elle avait appris que, dans les maisons de retraite, les grands noms de famille abandonnaient parfois plus vite que les familles sans argent. Même ainsi, Felipe l'intriguait, pas pour sa fortune, dont elle n'entendait parler qu'à la cafétéria, mais pour la manière dont il remerciait pour chaque petite chose, comme s'il savait encore le poids d'être traité avec respect. Un matin, elle trouva sur la table une tasse intacte et un comprimé oublié dans la soucoupe. Elle appela l'infirmière Patricia sans faire de bruit et resta à ses côtés pendant que la médication était réorganisée. Felipe demanda pardon, honteux. Juliana dit que personne ne demande pardon d'avoir besoin d'aide. Il la regarda comme si cette phrase avait ouvert une fenêtre plus grande que celle de la chambre. Après ce jour-là, il commença à la remarquer autrement. Pas comme un patron, ni comme un homme riche habitué à être servi, mais comme quelqu'un qui reconnaît une présence solide au milieu de sa propre confusion. Juliana arrivait toujours les cheveux attachés, le stylo bleu dans la poche et un calme qui semblait ancien. Parfois, elle parlait de ses enfants sans s'en rendre compte. Lucas apprenait la guitare. Bruna voulait peindre sa chambre en jaune. Felipe riait de ses nouvelles domestiques, comme quelqu'un qui reçoit des lettres d'un pays vivant. En échange, il racontait des souvenirs brisés des hôtels, des couloirs éclairés, des clients heureux, son père enseignant qu'un lit bien fait pouvait sauver l'humeur d'une personne fatiguée. Certains se terminaient au milieu, perdus. Juliana ne les complétait pas à sa place. Elle attendait. Et quand rien ne revenait, elle disait que ce n'était pas grave, que toutes les histoires n'avaient pas besoin d'arriver entières pour être vraies. Felipe aimait cela. Il aimait tellement cela qu'il commença à l'attendre elle aussi, pas seulement le portail. Et sans s'en rendre compte, il commença à craindre moins les matins dans cet endroit froid, seul. En août, Reynaldo revint à l'Araucaria. Il était accompagné d'une femme avec une chemise noire, présentée comme consultante juridique de la famille. Juliana les vit et sentit son estomac se serrer. Ce n'était pas de la curiosité, c'était de l'instinct. Reynaldo ne regardait pas les tableaux, ne posait pas de questions sur la routine, ne cherchait pas son frère. Il marchait comme quelqu'un qui venait retirer un objet d'un dépôt. À la réception, il parla à voix basse avec Patricia et demanda une salle réservée. Quelques minutes plus tard, Felipe y fut conduit, portant une chemise qu'il avait choisie lui-même, bien qu'il ait oublié le dernier bouton. Juliana l'arrangea avec soin. Felipe la remercia dans un murmure. Elle répondit par un geste, mais resta un peu dans le couloir. La conversation dura 1 heure. Quand Felipe sortit, il était pâle, droit. Reynaldo venait derrière, rouge, irrité. La consultante rangeait des papiers sans regarder personne. Felipe passa devant Juliana, s'arrêta et demanda quel jour on était. « Lundi », dit-elle. Il hocha la tête et dit à voix basse « Lundi, c'est le jour de couper les dépenses ». La phrase semblait confuse, mais Juliana comprit qu'il avait tout compris. Patricia commenta dans la cafétéria que la famille voulait le transférer dans un endroit moins cher. Juliana lavait un plateau quand elle entendit. L'eau continua de couler, mais ses mains s'arrêtèrent. Elle pensa aux chambres bondées qu'elle avait connues avant. Elle pensa à Felipe attendant quelqu'un qui ne viendrait pas. Cette nuit-là, dans le bus, elle pleura en regardant la vitre sombre. Le lendemain, elle trouva Felipe assis par terre, près de la table de chevet,
tenant la feuille pliée. Il semblait lucide et perdu. Il dit qu'il se souvenait d'avoir écrit quelque chose, mais qu'il ne se souvenait pas s'il devait le remettre à quelqu'un. Juliana s'agenouilla près de lui, avec précaution. Elle demanda s'il voulait la ranger de nouveau. Felipe regarda l'écriture tremblante sur l'extérieur, pour celui qui restera. Puis, il rit légèrement et dit qu'il cherchait peut-être encore cette personne. Juliana sentit sa gorge se serrer. Elle ne répondit pas par une promesse, parce que les promesses font peur. Elle ouvrit le tiroir, remit la feuille à sa place et dit que certaines choses savaient attendre. Felipe la fixa. Ensuite, il demanda si elle avait des enfants. Elle lui parla de Lucas et Bruna, de la guitare désaccordée, des mathématiques, du riz brûlé. Il écouta comme quelqu'un qui reçoit un cadeau. La semaine où Reynaldo fixa la signature du transfert, Felipe eut des jours clairs. La thérapeute Carla appela cela une fenêtre de lucidité. Lui appela cela un avertissement. Il demanda à Patricia d'appeler Marcelo Fontana, ancien avocat du groupe CIMAS. Reynaldo ne devait pas le savoir. Patricia hésita, mais Felipe parla avec une fermeté suffisante pour que tous se souviennent de celui qu'il avait été. Le docteur Fontana arriva par une matinée glaciale et serra la main de Felipe. Il ne traita pas le client comme un enfant, ne simplifia pas ce qu'il comprenait encore. Ils s'assirent dans le petit salon pendant 2 heures. Felipe demanda des évaluations médicales, une révision patrimoniale, des registres formels et des témoins. Il demanda aussi que son frère ne touche pas à ce qui était encore à lui. Quand il sortit, l'avocat croisa Juliana. Il ne savait pas qui elle était, mais il remarqua que Felipe souriait en la voyant. Ensuite, Felipe appela Juliana. La chambre était propre, la plante du rebord de la fenêtre vivante, la photo de famille dans le tiroir, retournée face contre le fond. Il lui demanda de s'asseoir. Juliana dit qu'elle était en service. Felipe répondit que ce sujet était plus important que la poussière de la commode. Elle s'assit, mal à l'aise. Il respira profondément et dit qu'il avait passé sa vie à accumuler des choses qui semblaient grandes, des immeubles, des comptes, des contrats, des noms dans des magazines, mais que quand tout avait commencé à faillir, ce qu'il avait soutenu, c'était de petits gestes. La fenêtre ouverte, le médicament rappelé, la main au sol, près de lui, quand la mémoire s'était brisée. Juliana tenta de l'interrompre, disant que n'importe qui aurait fait la même chose. Felipe sourit tristement. « N'importe qui ne l'a pas fait, dit-il. Ma famille ne l'a pas fait. Mon frère ne l'a pas fait. Ma mère n'a pas réussi. Toi, tu l'as fait. » Il raconta qu'il avait modifié des documents tant qu'il le pouvait encore, pas par impulsion, gratitude confuse ou manque affectif, mais par clarté. Il voulait que ses biens soient utilisés par quelqu'un qui connaissait la valeur de rester. Juliana se leva effrayée. Elle dit qu'elle ne voulait pas d'argent, qu'elle ne s'était jamais occupée de lui en attendant une récompense, que cela pourrait sembler mauvais. Felipe lui demanda de le regarder. Sa voix ne tremblait pas. Il dit que, justement parce qu'elle ne voulait rien, elle était la seule personne en qui il avait confiance. Il dit que Reynaldo voyait les hôtels comme des coffres, tandis qu'elle voyait les chambres comme des lieux où quelqu'un avait besoin de respirer en paix. Juliana commença à pleurer en colère contre ses larmes. Felipe lui prit doucement la main. Alors il avoua avec une honnêteté simple qu'il était tombé amoureux de sa présence avant même de comprendre ce sentiment. Il ne demandait pas un avenir impossible, ni une réponse précipitée. Il voulait seulement qu'elle sache qu'à la fin, il avait encore trouvé quelqu'un de réel. Juliana ne répondit pas comme dans les films. Elle ne dit pas qu'elle l'aimait aussi. Elle ne promit pas de sauver ce que personne ne pouvait sauver. Elle serra simplement sa main et resta. Elle resta tandis que l'après-midi descendait sur les Araucarias, tandis que Felipe oubliait la dernière phrase et demandait s'il était déjà l'heure du café. Elle resta quand Reynaldo revint quelques jours plus tard et découvrit que le transfert n'aurait pas lieu. Le frère cria à la direction, parla de manipulation, menaça de procès, tenta de transformer le soin en soupçon. Le docteur Fontana répondit avec des documents, des rapports médicaux, des témoins et de la sérénité. Felipe, assis à côté, dit seulement que Reynaldo avait toujours confondu l'amour avec la possession. Ce fut la dernière phrase dure qu'il réussit à dire à son frère. Reynaldo sortit en claquant la porte. Neuza appela cette nuit-là en pleurant, demandant à Felipe de ne pas détruire la famille.
Il répondit avec une tendresse fatiguée qu'une famille ne se détruit pas quand quelqu'un signe un papier, mais quand tout le monde s'en va avant cela. Ensuite, la maladie avança. Il y avait des jours où Felipe appelait Juliana la fille de la fenêtre. Il y en avait d'autres où il disait son nom entier, comme quelqu'un qui allume une bougie dans le noir. Lucas et Bruna commencèrent à lui rendre visite le samedi. Lucas jouait de la guitare dans le jardin et Felipe tapait du doigt sur le bras du fauteuil, accompagnant le rythme sans se souvenir de la musique. Bruna apportait des dessins d'hôtels imaginaires, avec des chambres pleines de plantes et des couloirs jaunes. Felipe regardait tout avec une attention grave et disait qu'elle avait de la vision. Juliana observait ces scènes avec douceur et peur, parce que le bonheur, quand il arrive tard, semble toujours sur le point de partir. Malgré cela, elle y allait. Elle apportait des fleurs, des histoires, du silence. Et chaque fois qu'elle entrait, même les jours de brouillard épais, Felipe souriait avant de savoir pourquoi. C'était comme si une partie de lui, cachée au-delà de la mémoire, reconnaissait la seule personne qui n'était pas partie. 2 ans plus tard, le groupe Simas tenait toujours debout, mais il était différent. Juliana garda le nom de famille sur la façade, par respect pour l'homme qui lui avait confié une mission. Elle engagea des gestionnaires honnêtes, protégea les anciens employés, créa des bourses pour les enfants de l'équipe et rénova des logements que, auparavant, tout le monde faisait semblant de ne pas voir. La première réunion où elle augmenta le salaire du personnel de nettoyage devint célèbre. Un directeur demanda si cela était une priorité. Juliana répondit que la priorité était de corriger les injustices avant qu'elles ne deviennent une tradition. À l'entrée du siège, elle fit placer une plaque en bois avec la phrase que Felipe avait laissée écrite. « Utilise-le pour construire ce qui est bon. » Chaque matin, elle touchait cette plaque avant d'entrer. Ensuite, elle rendait visite à Felipe à l'Araucaria. Il parlait déjà peu, mais il souriait quand elle arrivait. Et Juliana comprenait, sans avoir besoin de rien d'autre, que certaines présences survivent là où même les souvenirs se reposent. Au dernier printemps, Juliana apporta une petite clé dans la chambre de Felipe. C'était la clé symbolique du premier hôtel rouvert avec des bourses pour les familles et des employés. Il ne comprit pas tout, mais il tint le métal comme quelqu'un qui reconnaît un geste ancien. Juliana raconta que Lucas étudiait la musique, Bruna l'architecture, et que personne à l'Araucaria ne resterait sans visite tant qu'elle pourrait l'empêcher. Felipe sourit. Elle embrassa son front et murmura qu'il avait construit le bien. Dehors, les Araucarias se balançaient lentement, comme si la vie elle-même confirmait que rester, parfois, change des destins entiers pour toujours dans beaucoup de cœurs oubliés.